Donc je devais faire cette présentation en deuxième, avant de parler de parentéral, et après que Christophe Fézy vous ait bien expliqué et justifié la nécessité de nourrir correctement les patients. Donc le sujet de ma présentation, c'est comment optimiser l'alimentation entérale, c'est-à-dire, il faut déjà donner une définition de ça, c'est-à-dire faire en sorte que les patients reçoivent ce que vous avez décidé de leur apporter. Vous avez compris avec la présentation de Christophe qu'il y avait très peu de moyens de définir les apports réellement optimaux, donc on va se caler sur des recommandations. Vous avez compris aussi que il y a il y a une controverse sur le moment approprié de délivrer la nutrition entérale complémentaire, probablement après le 7e jour. Mais bon, donc le sujet là, c'est comment optimiser l'alimentation entérale, et en particulier pendant la première semaine. Donc, encore une fois, la nutrition, c'est le premier traitement qu'on prescrit à nos patients en réanimation. Elle est l'objet de multiples recommandations. Et encore une fois, je crois qu'on ne le dira jamais assez, ces recommandations sont reposent sur très peu d'études très solides et ont des niveaux de preuve qui sont largement insuffisants. Donc les deux voies, vous les connaissez. Juste un petit rappel des avantages et des inconvénients respectifs. Bon, la parentérale, elle nécessite un cathé central, elle est très facile à administrer. Il n'y a pas de problème d'intolérance, c'est clair, et elle permet un meilleur contrôle des apports. Elle ne sollicite pas du tout le tube digestif, mais il faut un cathé central, mais il y a un risque infectieux accru, mais il y a des complications hépatiques, une surmortalité. Puis vous avez vu la présentation de Grete Vandenberg, peut-être des conséquences musculaires importantes. Et l'entérale, elle est donc beaucoup plus physiologique, elle ne nécessite pas de cathé, c'est une voie naturelle, elle préserve le tube digestif. Probablement, elle est associée à un risque infectieux diminué, et c'est pourquoi elle reste très largement la voie préconisée en première intention dans les recommandations, même si le niveau de recommandation est assez faible. Elle reste recommandée parce qu'il y a des arguments pour dire qu'elle est probablement associée à une mortalité diminuée, ce n'est que des études observationnelles, et peut-être aussi un risque infectieux diminué. Là, c'est une méta-analyse, mais vous voyez sur un nombre d'études assez réduit, qu'un effectif de patients aussi très réduit, et qui ont mélangé des patients pas toujours ventilés et pas toujours très sévères et très souvent chirurgicaux. Alors, le premier élément pour optimiser cette nutrition, c'est qu'il faut, et les recommandations insistent là-dessus, la débuter le plus précocement possible après l'admission, c'est-à-dire dans les 24-48 heures, voire les 24 heures, en tout cas au maximum 72 heures après l'admission en réanimation. Là aussi, il y a peu d'arguments solides, mais des arguments sur des études observationnelles. Là, c'est l'étude d'Artignan. 2500 malades dans un groupe, 1500 malades dans l'autre groupe, et il y avait une différence, c'est une étude rétrospective observationnelle, donc, il y avait une différence en faveur de la nutrition entérale précoce sur la mortalité, en particulier pour les quartiles de SAPS les plus élevés, donc les patients les plus sévères, aussi bien pour la mortalité en réanimation que pour la mortalité hospitalière. Là aussi, une méta-analyse a montré un avantage en faveur d'une réduction de la mortalité et des pneumopathies avec la nutrition entérale débutée précoce. Et là, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2009. En fait, dans la vraie vie, et c'est pour ça que le sujet de l'optimisation de la nutrition entérale est assez important, dans la vraie vie, vous voyez, là, c'est l'étude d'Elke dont je parlais tout à l'heure. 20% des malades seulement étaient nourris exclusivement par voie entérale. Dans une autre étude canadienne observationnelle publiée en 2010, il y avait une forte proportion de patients qui ne recevaient pas de nutrition du tout, et en nutrition entérale, c'était seulement 60%. Et quand on recherchait les patients qui avaient une contre-indication à la nutrition entérale et qui n'avaient pas été nourris, il y avait 34% qui n'avaient aucune contre-indication.
Donc les problèmes, vous les connaissez. Il y a beaucoup de choses qui surviennent pendant le séjour d'un patient et qui contrarient l'administration de la nutrition entérale, des problèmes mécaniques, des problèmes lors de procédures diagnostiques. Le scanner, aller au scanner, c'est un des bons moments pour arrêter la nutrition entérale dans bien des services. Le management de l'airway, l'extubation, une extubation programmée et on décide d'arrêter la nutrition entérale, et l'intolérance digestive. Toutes ces raisons étant associées à un déficit calorique par rapport aux objectifs fixés. Et ce qu'on observe, et ça c'est l'étude publiée maintenant il y a bien longtemps, il y a plus de 10 ans, par Bernard de Jong, c'est que plus les patients sont graves, on voit les patients traités par amine vasoactive, les patients dialysés, et moins ils sont nourris. Et quand on regarde, là c'est une étude très récente qui s'est intéressée aux procédures. Donc la 121 procédures prévues et 121 arrêts de la nutrition pour des raisons de procédure. Et on voit que là, dans 27 cas, en fait, la procédure n'a pas été réalisée. C'est-à-dire que la nutrition a été arrêtée pour rien. Quand on s'intéresse aux autres causes, là, ils ont dit, ils avaient des protocoles, et donc est-ce que les procédures étaient justifiées au regard de leur protocole ou pas? Eh bien, dans environ 20% des cas, vous voyez que l'arrêt était jugé non nécessaire, et dans ces 20% des cas, il y en a plus de la moitié pour laquelle ça a été arrêté sans prescription, c'est-à-dire c'est un arrêt automatique de la nutrition, ça nous ennuie, ça risque de poser un problème, on arrête la nutrition parce qu'il y a une procédure. Donc la réanimation, c'est souvent synonyme d'apport nutritionnel insuffisant. Alors, comment contrecarrer tout ça? Premièrement, dans la gestion de la nutrition entérale, le premier élément à traiter, c'est gérer l'intolérance digestive. Cette intolérance digestive, c'est un vrai problème auquel on est confronté, docteurs et infirmières, tous les jours, mais vous verrez avec la présentation de nos travaux sur le résidu gastrique que je ne sais pas quelle importance réelle on doit lui accorder. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les patients ont un retard à la vidange gastrique, ils vidangent moins leur estomac et leur estomac se vide plus lentement que des contrôles témoins dans cette étude expérimentale. Et ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que là c'était une étude publiée il y a aussi fort longtemps, il y a 12 ans par Hervé Mintec, quand ils ont un résidu gastrique ou des signes d'intolérance digestive, eh bien, résidu gastrique élevé, ou signes d'intolérance digestive, c'est-à-dire des vomissements, eh bien, dans cette étude, il y avait un risque accru de vomissement, et c'est pour ça qu'on est tant focalisé sur l'intolérance digestive, on va de l'hypokinésie au risque de pneumopathie acquise. Et c'est pour ça aussi que les recommandations prévoient tous de prendre en compte cette intolérance digestive, en particulier en surveillant le volume gastrique résiduel. Alors, ceci étant, les recommandations prévoient aussi d'autres choses. En particulier, une des premières, c'est de débuter la nutrition entérale progressivement. Et vous voyez que c'est une recommandation de grade E, c'est-à-dire qui repose uniquement sur des études, soit des cas cliniques, soit des petites études observationnelles. Et en fait, il y a eu, à ma connaissance, que 2 études qui se sont intéressées à ce sujet. Une étude publiée de l'équipe d'Angoulême, d'Arnaud de Sachy. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que quand on démarre immédiatement au débit requis pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh bien le déficit calorique est moindre et par contre, il n'y a pas plus d'effets secondaires et en particulier d'intolérance digestive que quand on démarre progressivement. Ça, c'est une étude qu'on avait conduite dans le service, qu'on présentait au congrès il y a 4 ans, mais pas publiée depuis. On avait regardé s'il y avait plus d'intolérance et surtout plus de pneumopathie qu'on démarre progressivement ou brutalement, et il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de démarrer progressivement l'alimentation entérale, contrairement aux recommandations. En tout cas, il n'y a pas plus de raison de la démarrer progressivement, et nous, on la démarre d'emblée au débit requis. La deuxième solution, les autres solutions pour traiter, pour
régler le problème d'intolérance gastrique à la nutrition. Bon, il y en a 3, hein, elles sont parfaitement connues, classiques. Utiliser des prokinétiques, contourner l'estomac avec une sonde nasogéjunale ou réduire, voire interrompre le débit d'administration en cas de vomissement. La sonde géjunale, on règle le problème tout de suite. Je ne vais pas vous présenter d'études, la littérature est assez claire là-dessus. Elle permet clairement de nourrir mieux les malades, mais pas de réduire le risque d'inhalation et de pneumopathie nosocomiale. Elle est donc utilisée uniquement en seconde ligne chez les patients qui restent intolérants malgré un traitement prokinétique bien conduit. Les prokinétiques, bon, maintenant c'est que on ne parle plus que du primpéran, enfin du métoclopramide ou de l'érythromycine, puisque le cisapride a trop d'effets cardiaques. L'érythromycine, ses effets sont clairement démontrés. Là, c'est une étude qu'on avait conduite en réanimation à l'hôpital d'Evry, randomisée, chez des patients tout venant, pas encore intolérants, et auxquels on avait administré de l'érythromycine en prophylactique, 250 mg toutes les 6 heures, et on avait évalué la proportion de patients qui étaient intolérants à la nutrition entérale. L'intolérance étant encore évaluée à ce moment-là par la mesure du résidu gastrique et la survenue de vomissement. Eh bien, dans le groupe érythromycine, il y avait beaucoup moins de patients intolérants, c'est-à-dire plus de succès de la nutrition entérale que dans le groupe des patients qui avaient reçu un placebo. Là, c'est une étude de Chapman qui, chez des patients intolérants, c'est-à-dire qui avaient un résidu gastrique augmenté, ils étaient considérés comme intolérants, et une administration d'érythromycine permettait de mieux vidanger l'estomac, c'est-à-dire le résidu gastrique était diminué 12 et 24 heures plus tard. Alors, bon, ça, c'était une des manières de traiter l'intolérance, mais est-ce qu'il faut la traiter de façon préventive ou pas? Est-ce qu'il faut s'attacher au case mix de nos patients? Je pense que oui, c'est-à-dire que tous les patients ne sont pas égaux devant l'intolérance à la nutrition entérale. Là, dans ce papier de Nguyen, il avait montré que les patients qui avaient des lésions intracrâniennes, les brûlés, les traumatisés, les patients septiques étaient plus à risque de nutrition entérale que les autres et donc justifient probablement plus d'attention. Nous, on s'est intéressé dans le service, on utilise le décubitus ventral. Vous savez que son utilisation est particulièrement justifiée depuis les papiers récents en particulier l'étude Proceva, qui montre un effet sur la mortalité. Mais par contre, les patients en décubitus ventral sont plus intolérants, en tout cas ils réunissent toutes les conditions, et c'est pour ça que dans un observatoire, une étude observationnelle anglaise avait montré que 42% des infirmières arrêtaient spontanément la nutrition avant de mettre les patients en DV. Donc ça, c'est sûr que nous, on l'avait contrôlé aussi dans une étude observationnelle. Les patients en DV sont plus intolérants à la nutrition et reçoivent nettement moins de nutrition entérale, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs si on ne fait rien chez ces malades-là. Donc là, on avait utilisé un protocole très punchy, on va dire, pour administrer la nutrition, c'est-à-dire qu'à l'époque, on utilisait encore des paliers de nutrition. Là, c'était 500 par 24 heures. Là, on augmentait 25 toutes les 6 heures. Et puis, on leur a donné préventivement de l'érythromycine. Et puis, on les a inclinés à 25... on a incliné leur lit à 25 degrés, c'est-à-dire le maximum qu'autorisaient les lits ILROM. Et on a évalué l'impact de ce protocole. Eh bien, ce qu'on voyait, c'est qu'on les nourrissait nettement mieux. Vous voyez, tous les jours, là, des 5 premiers jours de nutrition entérale, ils recevaient plus de nutrition entérale dans le groupe après, qui avait été nourri dans le cadre de ce protocole. Et il n'y avait par contre pas plus d'intolérance, pas plus de vomissement, c'est-à-dire qu'ils recevaient plus de nutrition sans effet délétère sur l'intolérance et les pneumopathies nosocomiales. Il y a d'autres circonstances qui ont été décrites, a priori très difficiles pour nourrir les malades, par exemple les patients sous ECMO, très lourds, etc. Et bien, dans cette étude, une étude rétrospective, mais sur un effectif de patients corrects, ils ont montré que la nutrition entérale était certes peut-être pas très facile, mais tout à fait faisable chez ce type de patients aussi. Alors, la grande question, et vous savez qu'on s'est beaucoup intéressé dans le service à cette question, c'est quels sont réellement les critères d'intolérance digestive et faut-il surveiller le résidu gastrique avec cet éditorial qui posait la question il y a 9 ans maintenant sur le mythe qu'est éventuellement le résidu gastrique, pourquoi on y attache tant d'importance
et sur quoi ça repose. Donc effectivement, ça repose sur les papiers, entre autres, d'Hervé Mantec, dont j'ai déjà parlé. Hein. Quand les patients ont un résidu gastrique augmenté, ben, lui, il montrait qu'il vomissait plus. Et comme je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un risque accru de pneumopathie avec ces patients, ben, la filiation, c'est ce que tout le monde a en tête. Par contre, le contre, c'est quand on faisait des études faites qui ont essayé de corréler le volume des résidus gastriques avec le risque de régurgitation ou d'aspiration, elles montraient aucune corrélation entre l'un et l'autre. D'autre part, la mesure du résidu gastrique, je ne sais pas comment vous la faites, mais quand on pose des questions à tous les services, chacun a sa méthode. Et je pense qu'à l'intérieur d'un service, ça varie même d'une infirmière à l'autre, voire d'une aide-soignante à l'autre. Et puis elle varie aussi en fonction de la position du tube dans l'estomac, du diamètre du tube, du niveau d'aspiration, bref, avec beaucoup de facteurs. Et par contre, c'est clair, et là, il y a 2 études qui l'ont montré. Maclave en 99 et beaucoup plus récemment l'étude de Jean-Pierre Queneau et de la CERC, publiée dans Critical Care, qui montrait que la surveillance en soi du volume gastrique résiduel augmentait de 38% le risque de ne pas atteindre les objectifs caloriques fixés. Alors nous, dans une première étude de type avant-après, on avait montré qu'il semblait bien qu'il n'y avait pas plus de risque de pneumopathie quand on ne mesurait pas le résidu gastrique. Mais on l'a contrôlé, vérifié par cette étude randomisée qui a été publiée maintenant il y a 1 an pile et qui est donc une étude multicentrique dans le cadre du réseau CRIX de non-infériorité, c'est-à-dire que l'idée c'était ne pas mesurer le résidu gastrique, c'est pas inférieur à mesurer le résidu gastrique en termes de risque de survenue d'une pneumopathie nosocomiale. Donc les critères d'inclusion étaient simples, c'était des patients adultes, comme toujours, âgés de plus de 18 ans, qui étaient, que l'on pensait être ventilés plus de 48 heures sous ventilation mécanique invasive, donc intubés, et pour laquelle la nutrition entérale pouvait être débutée dans les 36 heures après l'intubation. Les critères d'exclusion, c'était les patients de chirurgie abdominale dans le mois passé, les patients qui avaient des antécédents de chirurgie œsophagienne, duodénale, pancréatique et ceux qui avaient une hémorragie digestive récente. Je passe les autres critères d'exclusion. Après la randomisation, les patients étaient donc randomisés en 2 groupes. Un groupe où on surveillait le résidu gastrique toutes les 6 heures, qui était le groupe contrôle, et où aussi on surveillait les vomissements. Et donc l'intolérance était évaluée sur vomissements et résidus gastriques supérieurs à 250. Un groupe où on ne le surveillait pas, et donc l'intolérance était, le patient était jugé intolérant quand il vomissait uniquement. Et le critère de jugement principal, c'était la proportion de patients ayant au moins une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique dans les 90 jours après la randomisation. En sachant que les pneumopathies étaient revues par un comité d'adjudication aveugle et qu'il y avait une marge de non-infériorité prédéterminée de 10%. Donc le protocole de nutrition, c'était un protocole assez agressif, je ne vais pas trop insister dessus, mais bon, la nutrition était débutée dans les 36 heures, en continu sur les 24 heures, et elle était débutée d'emblée au débit requis pour atteindre les objectifs, avec un objectif calorique de 20-25 sur la première semaine et de 25-30 kcal par kilo et par jour. Ensuite, avec un soluté polymérique, isoosmétique, isocalorique pendant la première semaine et après laissé au choix. Et les patients étaient positionnés en position demi-assise. Dans le groupe résidu, si le résidu était inférieur à 250, il était restitué par la sonde gastrique. S'il était supérieur à 250, il était jeté. Et quand les patients étaient intolérants, donc vomissement ou résidu dans le groupe résidu, supérieur à 250, eh bien, ils recevaient d'abord de l'érythromycine. S'ils restaient intolérants sous érythromycine, là, on diminuait progressivement le débit de nutrition entérale, mais à chaque fois dans les 6 heures, s'ils n'étaient pas intolérants, on repartait d'emblée au débit requis. Donc 452 patients ont été randomisés en 2 groupes. Ces 2 groupes étaient strictement comparables. C'était des patients sévères, vous voyez, 51, 49 de SAPS,
8 et 8 de SOFA, essentiellement médicaux, et admis essentiellement pour une cause, une pathologie respiratoire. Le critère de jugement principal montrait qu'il n'y avait aucune différence dans les taux de... pas de différence significative dans les taux de pneumopathie nosocomiale dans les deux groupes. Vous voyez qu'on était très en dessous de la marge de non-infériorité prédéterminée. Et quelle que soit la manière dont on regarde et on calcule les taux de pneumopathie nosocomiale, aussi bien en incidence cumulée qu'en calculant le nombre total d'épisodes de pneumopathie nosocomiale, il n'y avait strictement aucune différence entre les deux groupes. La mortalité non plus, et c'est heureux que la mesure de résidus gastriques n'ait pas, enfin l'absence de mesure de résidus gastriques n'ait pas d'impact, il n'y a aucun impact sur la mortalité, puis tous les autres critères, SOFA, etc. Sur le nombre de pneumopathies, le taux de patients ayant présenté une pneumopathie, une infection nosocomiale, quelle qu'en soit la cause, il n'y avait aucune différence non plus. Par contre, les patients dans le groupe dont on ne mesurait pas le résidu vomissaient plus fréquemment, c'est plus de patients qui vomissaient, et ils vomissaient plus souvent, il y avait plus de jours avec épisodes de vomissement et plus de vomissements totaux que dans le groupe où on surveillait le résidu gastrique. Alors qu'on administrait plus souvent de prokinétiques dans le groupe de patients chez lesquels on surveillait le résidu gastrique. Et enfin, résultat intéressant, dans le groupe où on ne surveillait pas le résidu gastrique, les patients atteignaient significativement plus souvent leurs objectifs que dans l'autre groupe. Donc, la conclusion de cette étude, c'était que la surveillance systématique du volume gastrique résiduel peut être retirée des recommandations et protocoles de nutrition entérale chez le patient ventilé. Alors, dernier petit point, deux derniers points, si les modérateurs me permettent, parce que je vois que je suis arrivé sans problème. Merci. C'est la diarrhée, qui est une cause fréquente. Non, j'ai eu une diapo sur la diarrhée, t'inquiète pas. Qui est une cause fréquente d'arrêt de la nutrition. Dans le groupe, dans Nutrirea 1, il y avait 23% des patients qui ont présenté au moins un épisode de diarrhée. Dans l'étude publiée récemment par Ronan Thibault, c'était 14% des patients. Donc c'est quelque chose qui existe. Et très souvent, la question posée par l'infirmière, c'est est-ce que je dois arrêter ou pas la nutrition chez ce patient qui a une diarrhée, en sachant que dans cette étude publiée par Ronan Thibault, les facteurs de risque, c'était la nutrition entérale, mais pas en soi, uniquement quand on dépasse 60% des objectifs initiaux, et surtout quand elle est associée à une antibiothérapie, à un traitement antifongique. Et comme dans notre étude, les diarrhées à Clostridium difficile sont une cause exceptionnelle, Clostridium difficile est une cause exceptionnelle de diarrhée. Donc nous, dans le service, et dans l'étude Nutrirea 1 et dans l'étude Nutrirea 2 en cours, on utilise cet algorithme. Et l'intérêt de cet algorithme, que je ne vais pas vous détailler, c'est juste de vous montrer que c'est en dernier ressort qu'on diminue la nutrition entérale, après avoir éliminé une cause médicamenteuse, infectieuse et autres. Et à mon sens, la nutrition entérale, arrêter la nutrition entérale doit être quasiment le dernier réflexe devant une diarrhée. Dernière chose, si vous voulez optimiser correctement, il faut qu'il y ait un protocole clair dans votre service, connu de tous les docteurs, adopté par les docteurs et adopté par toutes les infirmières du service. Il y a plusieurs études, celle-ci publiée dans le JAMA en 2008, qui montraient que les patients étaient plus souvent nourris par nutrition entérale et atteignaient mieux leurs objectifs, mais aussi celle-ci, publiée plus récemment dans Critical Care Medicine, qui montre que dans des services où ils avaient des mauvaises performances en termes de nutrition, quand on met en place un protocole qui s'appelait là le PEP-UP protocole, ils reçoivent plus de calories et plus de protéines après la mise en place du protocole. Et bon, ça c'est à titre indicatif, c'est l'algorithme qu'utilisent les infirmières dans notre service tous les jours. Alors après, il y a beaucoup de questions qui restent posées, notamment la part entérale de complément, je ne vais pas y revenir. Chez le patient choqué, est-ce qu'il faut parentérale ou entérale, ça reste à démontrer très très clairement. Le niveau des apports calorico-azotés, les nutriments associés, vous voyez qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir sur le sujet, et c'est très très bien. La nutrition des patients de réanimation est au centre maintenant d'études de grande qualité et qui vont permettre d'asseoir les futures recommandations.
En conclusion, eh bien, on est tous d'accord pour dire qu'il faut utiliser la nutrition entérale en première intention jusqu'à nouvel ordre et nouvelle publication, la débuter le plus tôt possible, d'emblée au débit requis, ne plus mesurer le résidu gastrique, utiliser un prokinétique lorsque le patient vomit, mais aussi chez les patients à risque, si vous avez des patients à risque, identifier les patients à risque de vomissement et adopter des mesures préventives, donc, et administrer la nutrition selon un protocole de service préétabli et bien connu du service. Je vous remercie.